Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Femmes inspirantes et aujourd'hui en fait on va tester un petit nouveau format qui va être des vidéos assez courtes dans lequel on va présenter des portraits. Donc voilà, l'idée c'est de présenter des portraits de personnes inspirantes pour justement vous présenter un petit peu leur histoire, comment est-ce qu'ils ont réussi. Donc déjà, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, elle sera uniquement visible sur YouTube. N'hésitez pas aussi à dire si vous avez des idées de personnes que vous aimeriez voir, hein, des personnes connues. Vous le voyez à l'image, en fait, on a un homme. Donc dans ces vidéos, il sera tout à fait possible qu'il y ait tout simplement l'histoire d'hommes qui seront présentés en plus de l'histoire de femmes. J'avais envie justement un petit peu là de changer puisqu'on est en ce début d'année 2021. C'est la première vidéo 2021 en fait qu'on est en train de faire. Et donc voilà, j'avais un petit peu envie de présenter aussi des histoires d'hommes, en plus évidemment des histoires de femmes. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et on va commencer avec cette première vidéo qui sera consacrée un petit peu à l'histoire de Bobby Fischer. Donc Bobby Fischer qui était un joueur d'échecs. Alors, déjà, Bobby Fischer, de son vrai nom Robert James Fischer, qui est né en 1943 à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, donc qui était joueur d'échecs, voilà, qui à l'âge de 14 ans est devenu champion des États-Unis et à l'âge de 15 ans grand maître aux échecs. Alors je ne vais pas évidemment rentrer dans cette vidéo dans le détail des échecs, voilà comment ça joue, etc. Là on va plus présenter la personne. Alors faut savoir que Robert alias Bobby n'était pas forcément quelqu'un de très performant à l'école, hein, puisque voilà il n'aimait pas aller à l'école. C'était quelqu'un qui passait plus son temps à lire des comics américains ou voire à lire en fait des livres d'échecs russes plutôt que de vraiment suivre les cours. Donc c'est pas forcément l'élève modèle à la base, mais c'était quelqu'un voilà qui dès l'enfance avait déjà un petit intérêt pour les échecs. Il a il a commencé à jouer aux échecs à New York, hein, c'est là où il a grandi. Alors, Bobby Fischer, son enfance, c'est une enfance qui est relativement classique, avec quelques petites embûches dès le début, hein, puisqu'il faut savoir que il n'a pas vécu avec son père, hein, il a été élevé seul par sa mère qui s'appelait Regina, ce qui veut dire reine en italien. Donc, sachant que Bobby Fischer sera appelé un peu plus tard le roi, on voit déjà peut-être un début de destin, on va dire, qui se profile. Donc, il a été élevé avec son frère, donc une mère célibataire élevant seul ses deux enfants. Donc voilà, il a eu, on va dire, au début de sa vie, une enfance un petit peu compliquée, mais voilà, sans plus. Il faut savoir aussi que il s'est lancé dans le monde des échecs un peu tard, diraient certaines personnes, hein, puisqu'il a commencé à l'âge de 7 ans. C'est le moment où il a commencé à apprendre et à jouer. Il faut savoir, hein, que c'est un univers en fait où les grands maîtres et les grands champions généralement commencent plutôt à l'âge de 4, 5, 6 ans. Donc on va dire qu'il a commencé un petit peu en retard par rapport à l'âge habituel. Voilà, mais ça ne l'a pas empêché évidemment de gagner. Donc ça montre aussi, hein, le fait que d'être un peu plus vieux, on va dire, que la moyenne de départ, ça n'empêche pas forcément de réussir. Donc voilà, là aussi, on va dire une capacité à se relever, à dépasser un petit peu ses limites. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans les années 57-58, donc on est post Deuxième Guerre mondiale, on commence à se rapprocher de la guerre froide, et à ce moment-là, lui, il devient champion des États-Unis et il est considéré comme grand maître international. Donc c'est un moment où, on va dire au niveau local, donc les États-Unis pour lui, il a plus vraiment grand-chose à prouver, c'est lui le meilleur. Mais c'est aussi une époque où il va devoir un petit peu bouger pour montrer vraiment ce qu'il sait faire. Il faut savoir évidemment que le jeu d'échecs, c'est un jeu plus européen et russe. Donc le pays qui domine dans cette époque, hein, c'est évidemment l'URSS, qui est la patrie des grands joueurs d'échecs, puisqu'il faut savoir que post-Deuxième Guerre mondiale, les joueurs d'échecs russes sont des joueurs professionnels, sont des joueurs d'État, hein, qui sont payés par l'État, qui ont des entraîneurs, qui font partie d'équipes, et ils ont les frais qui sont pris en charge, ils sont un peu considérés comme des stars, des héros, hein, en URSS.
Et là, on a quelqu'un qui vient d'un pays où c'est pas forcément la culture à la base et qui va devoir un petit peu vraiment, justement, montrer ce qu'il sait faire pour vraiment faire sa place dans cet univers que sont les échecs. Donc, il va se lancer dans une carrière de joueur professionnel. Et évidemment, voilà, vous pouvez vous imaginer que à 14-15 ans, il est le meilleur aux États-Unis. Il va voyager, il va commencer à se faire un nom. Malheureusement pour lui, évidemment, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, en pleine guerre froide. Et c'est un moment où ça va être le seul joueur d'échecs, j'ai envie de dire, du côté des États-Unis. Après, évidemment, il y a des joueurs sur l'Europe de l'Ouest, mais ça va être le seul qui va vraiment représenter les États-Unis et qui peut tenir tête justement aux grands joueurs russes et aux quelques joueurs européens. Donc, il va souvent se retrouver au final à faire des tournois, à faire des matchs dans lesquels il va avoir le sentiment de jouer à un contre toute une équipe, puisque vous vous doutez bien que il affronte l'URSS. Et que les joueurs de l'URSS, voilà, comme je vous l'ai dit, sont des joueurs qui sont des joueurs d'État, des joueurs professionnels. À cette époque-là, si le Kremlin dit à des joueurs que c'est tel joueur qui doit gagner, évidemment, il va y avoir certains avantages. On avait des tournois qui se jouaient sous forme de championnat, donc c'est-à-dire que comme le championnat de foot, vous allez affronter tous les autres joueurs. Donc, si tous les joueurs russes se couchent face à un autre joueur russe, ça a l'avantage forcément pour pouvoir gagner des points, pour pouvoir gagner le tournoi. Donc voilà, ça a été des moments assez compliqués jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, où là en fait il va commencer à y avoir une modification dans le fonctionnement en fait du championnat du monde, et on va passer en fait de championnat à des éliminations directes. Donc pour ce faire, évidemment, il faut être dans le top 16, le top 30, etc., pour pouvoir se qualifier en fait à cette phase finale. Et vous vous doutez bien que voilà, Bobby Fischer va vraiment donner le meilleur de lui-même pour y arriver. Il arrive donc en 72 à cette phase finale des championnats du monde. Il va se retrouver à affronter un premier adversaire à le battre 6-0, à affronter un deuxième adversaire à le battre 6-0. Alors pour la petite anecdote, le premier adversaire était un Danois, le deuxième adversaire était un Russe. Et justement, les autorités russes trouvaient que perdre 6-0 face à un Américain, ça pouvait pas être concevable. Et donc malheureusement pour lui, on lui a enlevé ses droits russes parce qu'il pensait en fait qu'il était complice de Bobby Fischer, mais il se retrouve en finale des candidats. Donc voilà, on a les championnats du monde en termes d'échecs, en fait, pour faire simple, on a le champion du monde d'échecs qui va aller affronter le vainqueur des candidats. Donc, il se retrouve en finale des candidats contre le Russe Petrosian et il va le battre 6-2. Et donc, ça permet tout simplement à Bobby Fischer de se retrouver enfin à pouvoir affronter le champion du monde russe de l'époque. Vous vous doutez bien qu'il va le battre sur le score de 6-3. Et ça va permettre en 1972 à Bobby Fischer de devenir champion du monde des échecs. Pour la petite anecdote aussi, il va recevoir un télégramme de Nixon qui va lui dire Monsieur Fischer, vous êtes le symbole du monde libre, vous êtes le rempart, donc qui le proclame un petit peu comme le rempart contre l'URSS. Alors, cette finale des championnats du monde d'échecs en 1972, ça a été, je crois, la finale sans doute qui a été le plus retransmise dans le monde, puisque voilà, on est en pleine guerre froide, on est entre les États-Unis, donc qui représentent le capitalisme, contre l'URSS, le communisme. On a un choc en fait des deux cultures, on a un choc des deux blocs, et en fait ce choc a été cristallisé pendant cette finale, qui était au final une espèce de zoom sur justement la guerre froide avec le défenseur de l'Occident, le défenseur du monde communiste, et c'était une finale en fait qui opposait ces deux styles de vie. Et en fait, on se disait, quel va être le style de vie qui va ressortir grandi de cette finale? Quel est le style en fait qui crée justement les génies, qui crée les vainqueurs, etc. Et donc, pour le coup, ce sont les États-Unis en fait qui sont ressortis grandis aussi de cette finale grâce à Bobby Fischer.
Donc voilà, en 1972, il va rentrer au pays, il va rentrer à New York, il va y avoir une grande parade comme vous pouvez le voir à l'époque pour les astronautes et autres. Vous le voyez en fait sur l'image, Bobby Fischer, c'est quelqu'un de très élégant qui aimait toujours être très bien habillé, avoir de belles chaussures, avoir de très beaux habits. Donc vous voyez en fait que quand il jouait aux échecs ou quand vous pouvez le voir à la télé, il était toujours habillé voilà en costard cravate, très bien. Et il se disait lui-même comme étant un homme très bien habillé, un gentleman. Et donc en 72, on a le retour du héros. On a aussi une vague évidemment sur les échecs qui vont se lancer. Vous avez peut-être vu le film À la recherche de Bobby Fischer, voilà, qui va être un film justement sur lui. Et le film porte très bien son nom d'ailleurs, À la recherche de Bobby Fischer, puisque en fait après son retour, il va disparaître. C'est-à-dire que à la fin des années 72-73, en fait, Bobby Fischer disparaît totalement des écrans. Il ne joue plus de tournois, il ne fait plus aucune apparition, et il va falloir attendre 1975 avec le nouveau championnat du monde qui va être organisé, avec l'arrivée d'un nouveau Russe, le météore russe, donc le nouveau grand champion chez les Russes qui est Karpov, qui va gagner donc à son tour le tournoi des candidats, et donc qui est censé supposer affronter Fischer, mais Fischer ne se présentera jamais en fait au match, et donc c'est Karpov qui sera décrété champion du monde sans avoir joué. Donc pendant plusieurs années, Fischer va totalement disparaître et il fera une réapparition en 92 pour pouvoir jouer justement ce match revanche en Yougoslavie contre Karpov. Alors il faut savoir qu'entre-temps, en 86, pour la petite anecdote, justement le Sénat américain a voté une loi qui disait que Bobby Fischer était toujours le champion du monde, que ce qui s'était passé en 75 était nul et non avenu, que il n'est pas venu jouer donc il n'a pas pu perdre, donc il n'a pas pu perdre son titre, c'est bel et bien le champion du monde. Et en 92, en fait, il revient. On lui propose de jouer un match donc à nouveau contre Karpov. Le problème, c'est que ça va être un match qui va être joué en Yougoslavie. En Yougoslavie, à l'époque, il y avait la guerre de Yougoslavie et il y avait un embargo des États-Unis sur la Yougoslavie. Et malheureusement pour Bobby Fischer, il va recevoir de l'argent pour pouvoir jouer ce match, et donc il rentre dans un acte commercial, ce qui fait que il va devenir en fait hors la loi par rapport aux États-Unis, puisque le fait d'avoir reçu de l'argent sur un pays qui est en guerre avec un embargo américain, ça va le rendre hors la loi, et en fait il va être poursuivi par les États-Unis, et c'est assez encore drôle, puisque quelques années auparavant c'était le rempart de la liberté, et aujourd'hui c'est devenu un simple hors-la-loi. Alors il faut savoir que évidemment il va gagner son match, mais malheureusement pour lui ça va être la fin, la descente aux enfers, puisqu'à partir de ce moment-là en fait ça va être un peu une espèce de paria pour les autorités américaines. Il va essayer de trouver il va voyager de pays en pays pour trouver une résidence. Il va être extradé au Japon à la fin des années 90, et il réussira au final à trouver exil en Islande, où il s'installera, où il mourra là-bas à l'âge de 64 ans en 2008. Donc 64 ans comme le nombre de cases dans un échiquier 64. Donc il meurt en 2008. Il meurt aussi au final un petit peu oublié. C'est vraiment l'ombre de lui-même, puisque voilà, il s'était mis à avoir des propos racistes, antisémites, etc. Donc c'était vraiment plus que l'ombre de lui-même. Malheureusement pour lui, évidemment, mais il laisse quand même encore une trace assez importante, on va dire, dans le monde des échecs. Il laisse une trace assez importante, même dans le monde général, puisqu'il y a quand même eu énormément de choses sur lui. Et ce qui est assez intéressant à retenir, si on enlève vraiment ce moment où il disparaît à partir de 72, qui au final peut être le moment, j'ai envie de dire, de sa pré-mort, c'est quand même un enfant au final qui a été élevé par une mère célibataire seule, qui a dû élever deux de ses enfants. C'est un enfant qui à l'école n'était pas forcément le meilleur, c'était un peu un cancre, un enfant qui ne faisait pas forcément attention. C'est une personne qui n'avait de manière générale, n'avait pas forcément les mêmes capacités d'intégration que les autres, et pourtant, le fait d'avoir cette passion, le fait d'avoir cette envie sur les échecs, ça l'a ça l'a poussé à se dépasser, ça l'a poussé vraiment à essayer de devenir le meilleur.
Pendant cette période justement, pendant la guerre froide où il affrontait des Russes, où il essayait justement de montrer sa valeur, d'essayer de grandir, voilà, c'est quelqu'un, on va dire, qui a vraiment poussé, qui a montré ce qu'il valait, qui a essayé aussi de changer les choses. Donc on a une personne qui voilà est partie d'une situation assez compliquée pour lui pour essayer vraiment de construire quelque chose. Et moi je vous invite peut-être à regarder des documentaires un peu plus approfondis sur lui, à essayer de voir un petit peu plus sur lui. On a effectivement une histoire. Si on commence enfin, si on s'arrête en 72 et qu'on regarde vraiment tout ce qui s'est passé avant, on a un personnage qui peut vraiment être intéressant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi Bobby Fischer aujourd'hui dans cette vidéo pour cette première année? Tout simplement, il y a il y a une série qui s'appelle Le Jeu de la Dame, ou The Queen's Gambit en anglais, donc qui est diffusée sur Netflix. C'est une série, en fait, quand vous regardez un petit peu l'histoire, qui ressemble justement à la vie de Bobby Fischer, puisqu'on va suivre une prodige des échecs orpheline dans les années 50-60, et en fait on a l'impression un petit peu de suivre aussi la vie de Bobby Fischer. Donc je vous invite aussi à regarder cette série, ça peut être intéressant. Je vous mettrai de toute façon les certains liens dans la description pour que vous puissiez voir. Si évidemment vous avez des idées aussi peut-être de femmes ou d'hommes à qui on pourrait faire une petite vidéo d'une quinzaine de minutes pour retracer un petit peu leur vie, n'hésitez pas évidemment à le donner en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et aussi sur Facebook. Et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand. Ciao.